Salut à tous, alors petite question pour vous, est-ce que c'est mieux de lancer son projet en solo ou avec des amis ou de la famille? Eh bien c'est une très bonne question et on va voir ça dans quelques minutes, pourquoi c'est bien d'un côté comme de l'autre et aussi les côtés négatifs de cette partie-là. Et en bonus, je vais parler aussi, est-ce que c'est intéressant de recruter un freelance pour certaines choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir et c'est parti. Alors, la grande question, avec qui réaliser son idée startup? Donc, tout commence par ça. Est-ce qu'on démarre en solo ou avec quelqu'un qu'on connaît, un ami, de la famille, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu en fait, moi, de mon expérience plus du côté solo. Et après, la partie vraiment en groupe, c'est plus un peu comment dire ça, l'expérience que j'ai eu un peu par exemple sur, je dirais, les travails d'équipe, des trucs comme ça, mais un peu moins impactant parce que j'ai jamais travaillé réellement sur un projet par exemple comme le mien avec des gens. Donc voilà, mais je sais qu'il y a certains points qui sont réels, quoi, ça. Donc voilà, donc on va commencer par la première partie, par démarrer en solo tout simplement. Donc, est-ce que démarrer en solo c'est bien? Donc, d'abord, en fait, on va parler un peu des avantages et inconvénients de faire ça. Donc, tout simplement, en fait, la voie de la solitude en premier lieu. Donc, ça peut durer très longtemps, en fait, et c'est parfois compliqué, par exemple, à tout gérer à la fois. Quand t'es un dev à la fois et que tu dois gérer le marketing, par exemple, faire un peu de design des fois et autre chose, quoi. Donc, c'est vraiment, ça te prend beaucoup la tête. T'es pas mal occupé et ce chemin-là, ça peut durer très longtemps. Moi, actuellement, ça fait depuis 2 ans actuellement que je me suis lancé et que voilà, ça avance à ce point-là. Donc, ouais, je suis toujours sur la voie de la solitude, on va se le dire, mais ça change pas le fait que tu dois avancer, améliorer le produit et tout, quoi. Il y a plein de personnes qui, par exemple, des solopreneurs comme Marc Lou, qui ont réalisé des choses, comme par exemple, il avait réalisé Shipfast. Tu vois, il a fait ça seul et ça marche très bien, quoi. Donc, il faut pas désespérer, quoi. À un certain moment, tu vas rencontrer le résultat, que ce soit au niveau de tes utilisateurs ou trouver une équipe dans le futur. Mais bon, c'est pas la priorité pour le moment. La priorité, actuellement, quand tu démarres en solo, c'est de se focus sur le produit que tu crées. Donc voilà. Aussi, le deuxième point, c'est que ça prend beaucoup de temps à monter. Certes, ce point-là, c'est aussi vrai, ça prend beaucoup de temps à monter. Après, je dirais que c'est un peu biaisé cette partie-là parce qu'en soi, quand moi je m'étais lancé, le MVP que j'avais fait, je te dirais en fait, c'est pas vraiment un MVP que j'ai réalisé. J'ai en quelque sorte réalisé la version la V1, pas finale, mais la V1 qui était vraiment potable, quoi, ça, avec le design et tout. Alors que j'aurais pu commencer avec un design qui était banal, certes, mais avec tous les composants actuellement qu'il y avait, quoi. Parce qu'en termes de UX, c'était la même chose comparé avec le nouveau design. Donc, franchement, certes, ça prend du temps, mais il faut pas faire preuve en fait de perfectionnisme dans ce cas-là. C'est ça le problème. Et je vais faire une vidéo bientôt qui va parler en fait de comment réaliser un MVP efficacement et très rapidement. Donc si ça vous intéresse, restez à l'affût et abonnez-vous. Ensuite, parfois l'inconvénient c'est qu'on reste trop la tête dans le guidon. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé. Trop focus sur le fait que l'application doit être un réseau social, alors qu'en fait on peut faire mieux que ça et que ce soit autre chose qu'un réseau social. Et en fait ça, ce déblocage-là, je l'ai réalisé uniquement quand par exemple je m'étais acheté des formations par exemple avec Mon Commerce en ligne de Drummondville. Et il y avait un mentor qui m'a expliqué, ouais, c'est pas genre les réseaux sociaux c'est cool, mais il faut en fait que tu as de la masse. Et tu vois, quand tu commences un réseau social, t'as pas forcément de masse et il faut la trouver. Mais du coup, là, j'ai changé carrément l'approche. Les fonctionnalités qu'il y a actuellement sur l'application resteront, mais ça sera plus un outil. Donc voilà ce qu'il faut faire attention, ne pas rester trop longtemps la tête dans le guidon parce que ça peut être très dangereux pour toi. Si tu veux avancer ton idée et que ton idée fasse un impact positif. Après ça aussi, le dernier point négatif que je dirais,
Généralement, beaucoup de personnes vont te donner des avis, que ce soit des amis extérieurs et tout, et beaucoup de gens quoi en général. Et généralement, pas tous les avis sont simplement bons à prendre quoi en soi. Donc, faites attention quand on vous donne du feedback. Il y avait un schéma, je sais plus c'était quoi, mais c'était un peu ce que j'avais fait avec le MVP. C'était est-ce que c'était utile, l'impact que ça a, et en fait c'était l'échelle du temps. Il faudrait que je le retrouve, que je le fournis. Mais voilà, faites attention aux avis généralement qu'on vous donne. Ne vous dites pas que bon, en fait il a raison cette personne-là. Cette personne-là elle a raison parce que finalement ça te mène à te battre sur tous les points quoi. Ce qui est c'est pas ce qu'on veut quoi ça. Donc on souhaite être rapide, même si on est seul, on souhaite être rapide des trucs. Donc voilà. Aussi, en fait, un petit point là au niveau d'ici, ça prend plus de temps à monter son projet. Ce qui est bien maintenant, aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont créé des boilerplate ou encore il y a des templates qui sont gratuits que vous pouvez utiliser en fait dans les langages dont vous savez, dont vous avez les connaissances et que vous souhaitez utiliser pour créer votre projet. Eh bien, vous pouvez acheter des boilerplates ou des templates pour en fait faciliter le travail parce que en soi, déjà juste setup un projet. Actuellement, je suis en train de créer aussi un boilerplate de mon côté. Bon, ça prend beaucoup de temps parce que c'est pas ma priorité, mais quand j'ai un peu de temps, je m'en occupe un peu. Mais ça prend beaucoup de temps à setup ça. Je me suis rendu compte. Hein. Donc, franchement, si vous voulez aller plus vite, achetez un boilerplate ou comment dire ça, forquer un template qui est sur GitHub en rapport avec votre tech quoi. Donc les avantages que je dirais quand tu démarres en solo aussi, c'est que tu as beaucoup plus de liberté créative en soi. Pourquoi? En gros, en fait, t'es pas limité, comparé au groupe qu'on va voir tantôt, c'est que t'es pas limité par le nombre de fonctionnalités que vous allez choisir ensemble, quoi, et que tout le monde soit d'accord. Là, c'est toi qui décides laquelle, donc t'es libre vraiment créativement. Et tu peux faire en fait tout ce que tu veux sur l'application quoi. Bon bien sûr pas toute idée est bonne à prendre dans ton petit cerveau donc fais gaffe à ça. Ensuite un autre point positif, t'as pas besoin de gérer les gens. Un truc que j'ai remarqué quand moi par exemple je travaillais un peu en collaboration avec que ce soit mon pote sur la landing page ou encore avec mon cousin sur le design, c'est qu'en fait je faisais pas vraiment de la gestion, mais un peu de micro-gestion. Je disais, ouais, comment ça se passe et tout. Et en fait, c'est comme si tu étais au boulot quand ça. Et donc, le fait de gérer les gens, ça prend du temps et tout. Hein. Setup des choses, des tâches et tout, répondre à leurs questions et tout. Donc, vraiment, ça prend du temps, mais c'est utile d'avoir ça pour la communication. Voilà quoi. Donc, ça, c'est l'un des avantages à travailler en solo. Ensuite, tu apprends beaucoup plus de choses en solo qu'en équipe, je te dirais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as tout à faire. Tu as le côté marketing, tout ce qui est communication, un peu de design si par exemple tu n'as pas de designer comme moi. Moi j'ai réussi à en avoir un par chance, mais après ça, tu vois, j'ai dû me débrouiller tout seul pour le design. Donc voilà, ouais. Donc tu apprends beaucoup de choses en fait. Et ça, moi j'adore apprendre des choses. Et voilà quoi. Donc de ce côté-là, c'est vraiment sympa. Aussi, je dirais un avantage. Bon, c'est pas un avantage. Oui et non quoi. Avant d'aller sur la partie freelance, je veux dire le dernier point. Donc, tu sors aussi plus aisément de ta zone de confort. Pourquoi ça? En gros, en soi, vu que c'est toi qui dois tout gérer, tu dois être là pour gérer ton business correctement. Donc, tu dois faire tout bien comme il faut. Et t'es obligé en fait de faire le travail que t'aimes pas généralement. Par exemple, si tu dois faire du call outreach, tu le fais. Ça par exemple, moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Par exemple, je le faisais beaucoup sur les réseaux sociaux, le call outreach. Donc c'est t'envoies un DM à quelqu'un, tu dis ouais, tu veux pas tester l'application? C'est pas comme ça le message, mais bon, ça se résume à ça. Donc c'est comment dire, ça te sort beaucoup plus facilement de ta zone de confiance, de confort. Donc pour moi, c'est aussi un très bon point ça. Et le dernier avantage, c'est que si par exemple, si tu galères sur une tâche, donc on va parler plus en détail, c'est tu peux aussi recruter des freelances sur un besoin spécifique. Donc c'est temporaire et en fait,
Par contre, il y a beaucoup de points à voir du côté du freelance. Donc, je vais t'expliquer en fait un peu mon expérience sur le fait que j'ai recruté un freelance par le passé et en quoi c'est bien d'en avoir un à certains moments. Donc, est-ce que recruter un freelance c'est bien? Donc, avant de recruter, pose-toi les questions suivantes. Cette question-là, je me suis vraiment pas posé quand j'ai recruté le premier freelance. Le pourquoi en fait, priorité, connaissance rapide. Donc, priorité, c'est est-ce que la tâche que tu lui dis de faire au freelance, est-ce que c'est vraiment critique quoi à faire quoi. Par exemple, moi dans mon cas, c'était, je l'avais dit, ouais, s'il pouvait faire la possibilité d'ajouter un système de notification. Après, il y avait faire quelques corrections en rapport avec la page des commentaires. Faire un bouton pour rafraîchir aussi les pins comment dire ça, de la map. Donc il y avait déjà beaucoup de choses. Mais dans ces choses-là, tu vois, il y avait la moitié qui était... la chose la plus intéressante, c'était juste le refresh. Mais tu vois, par exemple, ça, en termes de connaissances, j'aurais pu le faire moi-même. Pareil pour ce qui est des commentaires. En termes de connaissances, j'aurais pu aussi le faire moi-même. Et en termes de priorité, c'était pas le plus crucial. Donc voilà, il y a beaucoup de points de ce côté-là que je vous dirais qu'il faut prendre en compte. Parce que moi, de mon côté, quand j'ai recruté mon frère freelance, c'était en fait la mauvaise chose à faire, en fait, en soi, pour être honnête. C'est pas que le freelance était mauvais, c'est juste en fait que de mon côté, moi, les besoins, c'est que en fait, j'aurais pu faire moi-même, en fait, ces tâches-là. Chose que je voulais un peu plus tu vois, un peu plus d'air, j'étais pas mal occupé sur certaines choses. Mais voilà, donc j'en ai appris de cette expérience-là. Donc voilà. Et aussi en termes de connaissances, cherchez vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans la tech, ou par exemple que ce soit, c'est pas forcément, ça n'a pas besoin d'être forcément dans le dev, mais ça peut être par exemple dans tout ce qui est, comment dire ça, marketing et tout. Cherchez quelqu'un qui est bien spécialisé par exemple sur un réseau spécial en particulier, parce que ça va pas mal vous aider. Pas un généraliste, franchement, quelqu'un qui est spécialiste de ce côté-là. Parce qu'il réalisera la tâche plus vite, vu qu'il connaît très bien. Donc voilà, donc mon expérience quand on recrute un freelance, tout simplement, pensez à faire un onboarding ultra détaillé. Moi j'en avais fait un mais qui n'était pas ultra détaillé et à la fin en fait du contrat avec le freelance, je lui ai dit ouais, est-ce que tu as un point négatif à me donner de ce côté-là, et il m'a dit en fait... Et donc ce freelance là il m'a dit simplement en fait que peut-être m'expliquer un peu plus la code base quoi. En fait j'avais carrément zappé cette partie là. Je m'étais parti du principe que je le donne comme ça et tout ça, mais en fait c'était vraiment pas la bonne approche à faire. Donc vraiment quand vous recrutez quelqu'un, faites un onboarding ultra détaillé, comme avec la vidéo qu'on avait parlé, que j'avais discuté sur le onboarding pour les applications mobiles. C'est la même chose en fait quand tu recrutes quelqu'un quoi. Faire un onboarding ultra détaillé, enjeu, la culture en vrai c'est pas forcément le truc, mais juste l'enjeu, le besoin et tout, les techs qu'il aura à sa disposition et tout, s'il a des questions à qui il peut parler et tout, donc voilà quoi. Donc comme je disais, recruter quelqu'un spécialisé, pas un généraliste, c'est mieux parce que tu vas pouvoir te focus sur un élément en détail quoi. Donc ça c'est la partie très intéressante. La communication, donc les gars vraiment faites un effort sur cette partie-là, les gars et les filles plutôt. Donc les gars et les filles faites un effort sur cette partie-là, la communication, parce que en soi c'est tu vas pas lui donner une tâche comme ça et tu te dis on se retrouve dans un mois et voilà on s'en est nouvelle. Non franchement envoyez des messages, pas franchement à devenir un spammer, mais demandez des nouvelles à propos de comment ça avance cette tâche-là. Et après, faites aussi beaucoup pas beaucoup de réunions, mais si nécessaire, des réunions une fois par semaine, si besoin, et plus si il a besoin d'aide sur certaines choses, de détails sur certaines choses. Et aussi, ne te précipite pas tout simplement sur le choix de ton freelance. Si tu trouves que des profils corrects, continue tes recherches sur un freelance jusqu'à tomber sur le freelance parfait quoi. Parce que ça c'est vraiment la partie très importante en soi. Et aussi la paye. Donc par contre de ce côté-là, les prix ça varie. Mais moi le freelance que j'ai, le contrat pour les tâches que j'ai parlé, je l'avais payé en fait en tout 1500. Donc c'était beaucoup quand même.
Mais oui, donc trouver un... En fait, je dirais pas forcément trouver quelqu'un qui vend ses services moins cher, mais trouver un juste milieu, quoi, ça, en termes de services et tout. Après, en vrai, s'il y a de l'argent à mettre, à payer, à donner et tout, faites-le, hein. Soyez paradin, soyez paradin, soyez surtout paradin. Si c'est surtout pour votre projet et tout, votre projet c'est plus un projet, c'est plus l'idée que vous souhaitez réaliser, quoi. Donc mettez en place le système qu'il faut et payez-les, quoi. C'est ça, si vous voulez que votre rêve se réalise. Parfois, il faut faire des sacrifices au niveau des économies, quoi. Donc, n'hésitez pas de ce côté-là. Et aussi, au niveau de l'argent, en fait, n'hésitez pas en fait à payer, par exemple, des formations et tout, quoi, qui peuvent vous être utiles aussi et tout. Moi, j'ai payé en fait, j'avais payé 2 formations, donc une avec mon commerce en ligne, donc je vous le disais avec le truc de mentor, et une avec comment dire ça, le camp. C'est au Québec. Bah, c'est au Québec. C'est un incubateur aussi de start-up. Et en fait, j'avais pris la première formation, c'était en rapport avec le MVP, ça coûtait 250 $, je crois, si je dis pas de conneries, ou 205. C'était vraiment pas cher. Et t'apprenais pas mal de choses, mais en fait, moi de ce côté-là, c'est que, comment ça, j'avais déjà vraiment toutes les connaissances parce que j'avais déjà démarré bien comme il faut le truc. Je me suis dit, bon, peut-être je vais prendre ça, on va voir ce que ça donne. Mais c'était vraiment pas la bonne chose pour moi à faire, mais j'ai quand même appris des choses, quoi. Donc en soi, l'achat, je regrette pas, quoi. Voilà. Et en fait, le résultat de travailler en solo, donc, le résultat, c'est si par exemple vous avez de très bons résultats, les résultats parlent d'eux-mêmes, comme on dit. Et si ça marche, les gens qui seront intéressés à participer dans ton projet, ils te rejoindront naturellement, quoi. Et la collaboration se fera naturelle, quoi. Se fera naturelle. Comme un peu le truc. En fait, j'ai mis pour exemple la vidéo avec le Hulu de Wall Street. Là, bon, j'ai jamais vu celui-là, mais j'avais vu qu'il y avait un extrait qui disait ouais, quand t'as fait pour t'acheter cette voiture-là, il dit ouais, c'était avec mon travail et tout. Et du coup, il dit ouais, montre-moi, donne-moi une fiche de paie et je te rejoins si c'est le cas. Donc, je trouvais que les exemples très intéressants. Pas peut-être du côté monétaire, mais plus du côté résultat. Que par exemple, si t'as des utilisateurs et tout, ça c'est la partie qui montre que t'as fait quelque chose qui est viable, quoi. Donc voilà pour la partie démarrer en solo. Maintenant, on va voir pour la partie démarrer avec quelqu'un. Alors, démarrer avec quelqu'un, donc, tout d'abord, la première chose que je dirais, en fait, moi personnellement, c'est que il faut que la personne soit inspirée par la vision et pas par, en fait, toi, en fait. Ils se battent aussi avec toi et pas pour toi, en fait. C'est pas quelqu'un qui est à tes services, c'est en fait qui est pareil. Ok. C'est pas quelqu'un qui est à tes services, mais c'est quelqu'un qui est au service de la vision, en fait. Tout simplement. Donc c'est ça en fait. On va trouver des gens qui ne se battent pas pour vous, mais avec toi, pour la vision pour laquelle vous allez construire ensemble. Voilà. Donc tout simplement en fait, comment convaincre en fait les gens, par exemple si tu souhaites démarrer avec des amis ou de la famille, comment les convaincre de rejoindre ton projet. Pas tout simplement en fait, juste fais le pitch du projet, crée quelques slides par exemple, fais une diapo très rapide, présente le plan, le MVP, demande leurs avis. Et aussi, un petit conseil que je dirais, pas besoin de te focus sur les compétences que chacun peut apporter. Comme l'avait dit Oussama Ammar dans l'une de dans l'une de ses anciennes conférences que j'avais regardé, c'était, il était encore The Family si je dis pas de conneries. Ça s'appelait Coup d'État. Il disait ouais, ça sert à rien en fait de chercher quelqu'un qui a différentes compétences. C'est pas comme si tu rencontres une fille, c'est pas comme si je rencontre une fille, je dis ouais je suis un expert en couche culotte pour mettre sur notre enfant et tout, et elle c'est une experte en compote de pommes pour l'enfant. Tu vois, donc ça sert à rien, quoi, parce que c'est une relation arrangée et c'est aussi une relation moins authentique, quoi, tout simplement. Donc franchement, ne vous focussez pas sur la partie compétences. Et de toute façon, ces lacunes-là, en termes de compétences, si par exemple vous êtes deux devs, vous n'avez aucune compétence en marketing, ça s'apprend, quoi. Donc il y a des efforts à faire. Donc si vous voulez avancer, vous faites les efforts en conséquence pour le marketing, et voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à les convaincre? Donc, si tu n'arrives pas à les convaincre, si tu trouves personne, alors tout simplement, commence tout seul. Littéralement, commence tout seul. N'attends personne en fait, simplement. En fait, en soi, dès que tu as l'idée en tête, tu as tout le plan en tête, tu peux commencer un petit peu de ton côté.
Et après, tu peux revenir sur la partie démarrer avec quelqu'un et leur pitcher le projet. Mais si tu arrives à convaincre personne, tout simplement, tu vas sur la partie démarrer en fait en solo, quoi. Si simple que ça. Hop là. Et donc, si tu trouves une personne, donc tu mets les choses au clair avec cette personne-là, t'expliques c'est quoi l'objectif que tu as en tête. Et en fait, maintenant, c'est un collaborateur avec toi, quoi. Et ensemble, vous allez créer un projet qui va être simplement révolutionnellement, j'espère pour toi. Mais voilà, quoi. Donc, c'est quoi les avantages et inconvénients de démarrer avec des collaborateurs? Simplement, en fait, je dirais, on va commencer par le point négatif. Donc, beaucoup d'idées peut tuer l'action. Simplement, en fait, si vous êtes trop dans l'idéation, vous dites, oh, c'est trop bien cette idée-là. Ah, attends, j'ai encore une autre idée, tu vois. Non, il faut vraiment définir, en fait. Vous faites un brainstorming rapide. Et après, vous définissez ensemble sur quelle idée on va. On maintient ça et on agit. Et après, une fois que l'idée est terminée, si ça marche, c'est bien, on continue sur ça. Si ça marche pas, on change d'idée, quoi. Un deuxième point que je dirais, c'est peut-être la gestion des égos. Généralement, ça peut être dangereux si t'es pas avec les bonnes personnes et tout. Un troisième point aussi, c'est la gestion en fait. Comme je disais par exemple dans l'autre cas, quand t'es solo, t'as pas besoin de gérer qui fait quoi comme tâche. Donc là, ça prend pas plus de temps, je dirais, mais tu dois un peu plus gérer en fait qui fait quoi exactement, pas vous mêler les pinceaux, quoi. Donc c'est la partie la moins pratique, mais une fois que c'est fait, tout rentre dans l'ordre, quoi. Le quatrième point négatif que je dirais, tu apprends moins de choses. Alors ça, je l'ai mis comme ça, mais je pense que tu apprends quand même beaucoup de choses, mais tu apprends moins de choses dans le sens, en fait, en soi, que par exemple, si tu as quelqu'un, disons que toi t'es dev et tu as un ami qui en marketing a des connaissances marketing, lui il va se focus sur la partie marketing. Sauf qu'en fait, toi t'apprends moins de choses sur cette partie-là, quoi. Et donc par exemple, si cette personne-là, elle se casse du projet, elle dit j'arrête, ou pour X raison, elle disparaît ou elle meurt, et en fait, t'apprends moins de choses, t'as appris moins de choses, du coup tu vas démarrer sur la partie marketing plus lentement, quoi. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut toujours vouloir apprendre en fait quand tu lances une idée d'application. Et aussi le fait de travailler avec beaucoup de collaborateurs, ça peut limiter en fait ta créativité, je te dirais. Ou peut-être qu'en fait on pourrait être plus créatif, mais encore en fait tu vois, c'est les deux derniers points là, je te dirais en fait c'est vraiment les points que j'ai hésité à les mettre dans les négatifs. Je me suis dit en fait en soi ça ne peut pas limiter en fait, mais en fait le fait de travailler avec des collaborateurs, ça peut limiter et à la fois en fait étendre en fait ta créativité. Donc voilà, donc voilà pour les points négatifs. Ensuite, pour les points positifs, donc t'as beaucoup, vu que vous êtes 2, 3, 4, vous avez beaucoup d'idées qui peuvent améliorer l'application. Et la réalisation du projet se réalise plus rapidement et plus facilement, quoi. Vu que tout le monde, les tâches sont divisées et réparties correctement, quoi. Donc voilà, quoi. Donc en soi, en tout, il y aurait au moins, il y aurait au moins 5 points positifs, 5 points négatifs de part et d'autre, toi. Tu apprends beaucoup de choses ici, tu apprends moins de choses quand même, et un peu limité, et et ta créativité est beaucoup plus étendue. Donc voilà. Donc parfois, là, franchement, j'ai mis pour cette partie-là un truc un peu négatif en soi. C'est vraiment totalement pas un truc. Mais donc ouais, j'ai mis vraiment pour la fin, le résultat, c'est un peu un résultat négatif. Bon, j'ai pris l'exemple un peu par exemple. Là, je me base vraiment sur le film Social Network, pas sur les faits réels. Je suis pas trop renseigné sur les faits réels avec l'histoire de Facebook et tout. Mais en gros, dans Social Network, t'as Mark Zuckerberg et t'as son collaborateur, je sais plus comment ça s'appelle, je crois, Eduardo, si je dis pas de bêtises. Et moi, durant le film, j'ai remarqué en fait que Eduardo était un peu moins impliqué, il voulait finir ses études et tout là, mais en fait, il s'impliquait moins dans Facebook. Et Mark, vu qu'il était de l'autre côté en Californie en fait, à la Silicon Valley plutôt, il était du côté de la Silicon Valley et lui à New York, donc en soi, tu vois, on sentait un peu moins d'implication de sa part et
En fait, le fait qu'il est moins impliqué, ça ralentit en fait la boîte. Bon, certes, Marc, après, il a été, comment dire, ça, entouré de d'autres personnes, donc ça n'a pas forcément eu un impact négatif. Mais par exemple, si c'est le cas, simplement, si par exemple, si votre collaborateur est moins impliqué, il apporte un faible impact ou la ralentit la vision, faites-le sortir du projet, quoi, tout simplement. Bien sûr, c'est plus simple de faire sortir quelqu'un du projet dès le début, mais après, plus t'avances, comme là dans le film par exemple, vu que c'était vraiment un collaborateur, il a fait un procès et tout, donc voilà quoi. Donc dès que t'es dans le début, je te dirais en soi, il faut, moi je préfère être seul que être mal accompagné tout simplement quoi. Donc faites attention sur cette partie-là quoi en soi. Certes, ça peut être vos amis, mais parfois ça peut être un frein. Donc de ce côté-là, faites attention. Mais en soi, la partie démarrer avec quelqu'un, c'est très bien de démarrer avec des gens, quoi. C'est même mieux en fait, je te dirais en soi. T'as beaucoup plus d'idées, donc voilà quoi. Je cherche pas à dénigrer cette partie-là où ça, ouais, en équipe, tu vas être dans la merde et tout, mais en fait non, non, pas du tout quoi. Quelqu'un seul aura un impact un peu plus, peut-être un impact positif, mais au ralenti comparé à quelqu'un qui démarre avec beaucoup de personnes, quoi. Donc, si vous pouvez prioriser cette partie-là, vous arrivez à trouver des gens avec qui démarrer, faites-le. Hein. Mais si vous trouvez personne, ne vous donnez pas d'excuses de pouvoir dire ouais, l'idée n'a pas de truc, donc démarrez tout seul. Hein. Donc voilà mes quelques consignes que je vous donnerai. J'espère que cette vidéo t'a plu et au passage, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo là. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.